Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron aime Pablo Neruda, le monstre. Les agresseurs sexuels sur enfants sont-ils protégés par le pouvoir? Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, JP Poignant, Pierre Bourdin, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. En retour sur un discours très polémique. Lundi, vous vous rappelez, le perturbé Damien faisait le pitre devant nos sous-marins nucléaires, j'y reviendrai, et 24 heures plus tard, on le revoit à la télévision pour annoncer que le Charles de Gaulle part en Méditerranée, où il arrivera quand, à mon avis, cette affaire iranienne sera terminée. Agitation stérile, comme d'habitude. Et puis, c'est aussi la preuve que les Américains ne l'avaient pas prévenu de leur attaque sur Téhéran. Un dessin pour résumer la situation. Macron a parlé 2 heures hier soir. Sur quoi? Il ne l'a pas dit. Bref, personne n'attache d'importance aux propos du poudré. À l'exception, bien évidemment, des journalistes qui sont chargés du service après-vente des discours présidentiels, qui sont là pour nous expliquer sa communication. Il y en a un qui a vanté, comme aux plus belles heures de la propagande de 2007, Macron lecteur de Pablo Neruda. Ah, ce président littéraire. À mon avis, ce journaliste d'extrême gauche a dû toucher un très gros chèque. Sur la table, devant l'instable de l'Élysée, vous apercevez un recueil de poésie de Pablo Neruda. Notez le marque-page vers la fin qui suggère que Macron a presque achevé le volume. Oui, je sais, c'est un vieux truc d'élève pour se rendre intéressant devant son professeur, surtout lorsqu'on n'a pas lu ce livre. Mais quelle immaturité. Enfin, l'objectif de cette lourde sémiologie, Pablo Neruda est un marqueur de gauche. Macron, autrement dit Macron, drague très lourdement les électeurs de la France insoumise. Qui était Pablo Neruda? Pablo Neruda est considéré comme l'un des 4 grands de la poésie chilienne et l'un des artistes les plus influents de son siècle. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1971. Engagé au Parti communiste du Chili, dont il a été membre du comité central, il a été aussi sénateur et ambassadeur du Chili en France. C'était un très grand admirateur de Staline. Staline est plus savant que tous les hommes ensemble. Staline est le midi, la maturité de l'homme et des peuples. Staline est un phare pour les colombes. Staliniens, nous portons ce nom avec orgueil. Stalinien, telle est la hiérarchie de notre temps. Les millions de victimes du goulag de la Colima ne partagent pas ce lyrisme. La citation qui a fait jaser. Ah, si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour, nous pouvions apaiser la haine du monde et surtout apaiser le macronisme. Vous saisissez l'entourloupe. Un communicant a trouvé cette phrase de Neruda sur Google afin de s'adresser aux gauchistes. Macron a ajouté le livre pour faire genre « je l'ai lu ». Et bing, rattrapé par la patrouille. Cet inculte de Macron célèbre un poète stalinien en période de DSA. Bravo! Quel couac, quel pataquès. Et puis il y avait également sur le bureau un soldat de Napoléon. Il ne manquait plus sur ce bureau que les dragibus et les chocobéennes apportés par Brigitte. Napoléon, vous avez compris, c'est un marqueur de droite. Message reçu 5 sur 5 au Rassemblement national. L'intervention d'Emmanuel Macron était à la hauteur. À la hauteur de quoi? Du soldat de plomb? Macron bouffonne et vous le trouvez à la hauteur? Mais vous devenez complètement maboule au RN, à moins que vous acceptiez d'être la béquille de Macron. Macron trahit et tout va bien? Petit rappel avec Florian Philippot.
Macron a bel et bien annoncé l'européanisation, je dirais même la germanisation de notre dissuasion nucléaire française. Tous ceux qui n'ont pas compris cela ou qui ne veulent pas le comprendre ou qui veulent se rassurer ou manipuler ne comprennent rien à ce qu'est l'Union européenne et le fonctionnement européiste. Et moi, je vais tout vous expliquer, d'autant que on m'a fait parvenir un rapport tout à fait officiel, tout à fait récent, qui explique... La germanisation de notre dissuasion nucléaire est bien un acte de haute trahison. Et c'est acté par les Allemands eux-mêmes. Oui, Friedrich Merz a bien déclaré que les avions de combat allemands pourraient transporter des armes nucléaires françaises et britanniques. 80% des Français sont mécontents d'Emmanuel Macron, mais Jean-Philippe Tanguy le trouve à la hauteur. Ah, je me rappelle d'un temps où Tanguy était offensif contre Emmanuel Macron. Il attaquait ses trahisons, il soutenait Olivier Marleix. Tenez, dans la session de la branche énergie d'Alstom. Mais ça, c'est du passé. Vous en souvenez? Macron avait commandé un rapport sur la vente de la branche énergie d'Alstom, un rapport de 300 000 euros, bien avant sa cession. Et Macron a toujours prétendu le contraire. Olivier Marleix. Pour 300 000 euros, c'était Oui. pas rien. À l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Donc voilà, l'État a sans doute été informé bien avant qu'il ne nous l'a dit. Oui, cette opération a été réalisée avec l'aval d'Emmanuel Macron. La justice semble avoir enterré l'affaire, mais il y a Anticor. Oui, dans l'affaire Alstom, Anticor souhaite une enquête indépendante et transparente. Dans un dossier aussi sensible, il est crucial que la justice puisse travailler sans pression et sans interférence, notamment de Rémi Hens, par exemple. On espère que le Rassemblement national soutiendra cette initiative et qu'ils seront de nouveau à la hauteur, pas des Playmobil du poudré. Mais revenons à Pablo Neruda. Pablo Neruda se trouve être un poète chilien communiste connu pour avoir agressé sexuellement une femme de chambre et pour avoir abandonné sa femme et sa fille hydrocéphales. C'était le message que le poudré voulait faire passer, célébrer les agresseurs. Un message rassurant à ses troupes, en somme. Quoi, c'est polémique, j'exagère? Mais voyez ce cortège de monstres, et cela en 48 heures d'actualité. Le Parisien. Chantage à la sextape à Saint-Étienne, remise en liberté accordée à l'ancien maire Gaël Perdriau. Non mais c'est fou, il complote contre son adjoint, une barbouzerie XXL, vous en souvenez, j'avais consacré un numéro à ce sujet. Eh bien, à peine jugé, il est déjà dehors. Et puis, il y a ça. Isère, un père traque lui-même le prédateur qui sollicitait des photos intimes de sa fille fragile de 12 ans. Le père découvre les échanges et va porter plainte. Sa fille, déjà fragilisée par le décès de sa mère, tente de mettre fin à ses jours. Il la sauve in extremis. Estimant la procédure trop lente, il surveille lui-même le compte Snapchat du prédateur pendant 4 mois, jusqu'à ce que ce dernier n'active sa géolocalisation. Il transmet ensuite l'info à la police. Un homme de 36 ans, sous curatelle mais sans pathologie mentale, est alors arrêté. L'expert psy prévient d'un risque de récidive. Peine 12 mois avec sursis, peine encourue 10 ans de prison. L'avocat de la famille. Il y a une incompréhension complète de la part de la justice sur le risque que représentent ces prédateurs pour des jeunes sur les réseaux sociaux. En même temps, si on arrête tous ces prédateurs, ils n'auraient plus beaucoup de soutien. La preuve par l'actualité. Si au moins Bailey, qui m'a agressé quand j'avais 12 ans et qui a agressé une autre petite fille de 10 ans, avait la décence de disparaître des écrans. Nathalie Collin. On parle bien de Jean-Michel Bailey, patron de presse, Dépêche du Midi, Midi Libre, soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron, socialiste radical. Vous vous rappelez que Jean-Michel Bailey est venu soutenir Emmanuel Macron dans sa croisade contre la liberté d'expression. Ces journaux protègent le maire de Montpellier, socialiste de la fosse, le grand copain ou fils spirituel de Jacques Lang. Et ça continue. Nicolas Gentet.
La banalisation de la consommation de produits stupéfiants ou des produits psychoactifs chez les plus jeunes s'explique par l'absence d'une politique ambitieuse de santé publique en matière de prévention et d'addiction. On est seulement dans le tout répressif. Et c'est ce même GNT, au service d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron, qui voulait faire injecter les enfants pendant le Covid et qui vient de se faire condamner. Condamner à quoi? Je vous en ai parlé hier. Images épouvantables, tout ce que vous pouvez imaginer. L'ancien directeur du parti Les Centristes, Nicolas GNT, condamné à 18 mois avec sursis, il conserve son siège au conseil municipal de Paris. Ce déchet rêvait d'agresser un enfant de 12 ans avec un chien. Qui le protège? Pourquoi la justice ne fait-elle pas son travail? Je crois que vous avez les réponses. Allez, ça continue. Maxime Boudet, cadre de Renaissance et colistier de Martine Vassal, est placé en garde à vue. Il est soupçonné d'agression sexuelle. Le cadre de Renaissance, Maxime Boudet, qui était pour l'obligation vaccinale et qui figure sur la liste de Martine Vassal pour les municipales à Marseille, a été placé en garde à vue mardi 3 mars. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur un jeune homme de 19 ans. Et ça veut protéger la jeunesse des réseaux sociaux. C'est intéressant ça. Vaccinolâtre et agresseur. On voit se dessiner le profil des macronistes covidiaux. Et oui, on ne demande pas à des saints de faire le sale boulot. Béatrice Rosen. Lors des Jeux Olympiques de Paris, ce monsieur avait lancé une forme de cyberharcèlement contre moi sur X. Décidément, les macronistes, et oui, Maxime Boudet, colistier de Martine Vassal à Marseille, placé en garde à vue pour agression sexuelle. Et ça continue encore et encore. À Bordeaux, le directeur d'une école privée est au cœur d'une enquête pour agression sexuelle sur une enfant. Mais comment expliquer qu'il y ait autant de prédateurs à ce niveau? Une explication avec Patricia Chabrian. Eh oui, le chemsex, oui, ce sont donc des choses sous influence de produits stupéfiants qui rendent fous. Les adeptes, comme Palmade, ont besoin de toujours plus pour s'exciter. Donc on peut tout envisager. Les pires sévissent. Quasiment chaque jour, on découvre que beaucoup de ceux qui sont au pouvoir y participent. Et on est censé croire qu'ils ne fréquentaient pas Epstein. Vous comprenez mieux cette épidémie d'agression? Les LGTB soutiennent, ouvrez les guillemets, cette pratique festive à la Pierre Palmade. Et ces LGTB sont les piliers des pouvoirs des socialos qui les ont placés un peu partout. Didier Maisto. Les gens que vous soutenez, François Hollande, à la mairie de Paris, en charge du périscolaire, n'ont pas fait grand-chose pour remédier à ces violences sexuelles commises contre les enfants. Les affaires se comptent pourtant par centaines. L'un de vos amis a même bricolé une histoire triste sur mesure, s'épanchant dans les médias sur sa propre enfance brisée entre piscine et domicile familial, et que l'on est bien obligé de croire sur parole, presque 40 ans après. Typique des socialistes, de la poudre aux yeux. Et François Hollande devrait s'expliquer sur le cas Epstein. ASE, le refuge, Cottineau, le périscolaire à la ville de Paris, les cas se multiplient. Illustration de ce que je vous disais avec Maxime Boudet. Outre ce fait divers, qui fait tâche de la part de quelqu'un qui passait son temps à donner des leçons de moraline sur X, le goût de Maxime Boudet, 33 ans, pour les jeunes hommes, interroge. Avant de vivre de la politique, Boudet était éducateur spécialisé, tiens, comme Cottineau, auprès de publics vulnérables, dans le cadre médico-social ou social. Bien évidemment, la grande majorité des professionnels du secteur, éducateurs, animateurs, exercent leur métier avec intégrité et dévouement. Ce qui était peut-être son cas. Cependant, des affaires récemment mises en lumière dans un contexte de révélation sur les violences sexuelles en milieu scolaire, périscolaire ou institutionnel ne peuvent que nous interroger sur son comportement aujourd'hui. Je n'accuse bien évidemment pas Maxime Boudet. Pour l'heure, il bénéficie de la présomption d'innocence. La mafia a de plus en plus de mal à refermer le couvercle sur ses affaires. Dans ce contexte, un sondage qui rend fou. Municipal 2026 à Paris, Emmanuel Grégoire
nettement en tête au premier tour selon un nouveau sondage, socialiste et proche d'Anne Hidalgo. Et on se dit, après leur gestion si calamiteuse des finances de la ville de Paris, les scandales, le périscolaire, comment expliquer une telle crapulerie des électeurs parisiens? Un début d'explication. Les subversifs subventionnés, Laure Calamy, Denis Podalides, Agnès Jaoui, Bastien Bouillon, Sarah Giraudot, Cédric Clapiche ou encore Camille Chamou appellent à voter pour le candidat socialiste Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. Des dizaines d'artistes s'imaginent encore que leurs avis intéressent les électeurs. Peut-être, mais l'explication du succès des socialistes à Paris est ailleurs. Le mot le plus important pour comprendre pourquoi Grégoire est en tête, c'est le mot subvention. Ah oui, parce que la gauche, pour subventionner, elle subventionne. Autrement dit, elle achète des clientèles, toutes les associations et autres, genre LGTB. Et il y a également l'audiovisuel et les artistes. Soutenons Charles Aloncle. Alors qu'il est attaqué de toutes parts et que la publication de son rapport est plus que jamais menacée, il est désormais possible à tous de signer la tribune en faveur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et du travail de son rapporteur. Vous vous rappelez que les artistes avaient signé une pétition contre Charles Aloncle pour soutenir le sévice public. Tous ces artistes ont peur de ne plus être subventionnés si la droite passe à Paris. Et dans le même temps, ces bobos. École. En attendant de redresser le public, par pitié, ne cassez pas le privé. Moi aussi, j'ai mis mes filles dans le privé alors que je suis le fruit de la méritocratie républicaine et un fervent défenseur du public. Oui, mais voilà, on a des convictions. Puis un jour, on a des enfants et on veut le meilleur pour eux. Mon Dieu, elle est en train d'avouer que ses convictions ne sont pas bonnes pour ses enfants. Autrement dit, ses convictions sont toutes pourries. Après la gauche caviar, donc, vous avez la gauche Saint-Louis de Gonzague. Et vous savez la meilleure? Ils mettent leurs enfants dans des écoles catholiques, mais se plaignent de l'enseignement du christianisme. Affreux, sale et méchant. Pour résumer, l'égalité des chances a été notre priorité, nous les socialistes. Pas un seul ne sait lire ni écrire. Et c'est à peine caricatural, voyez ça. Harold Cobert, professeur de lettres, explique pourquoi le niveau scolaire a chuté en France. Cet échec est lié à l'abaissement de l'exigence des programmes, à cause d'une idéologie qui veut que la rigueur soit considérée comme fasciste. La vérité éclate. Et pour arriver à ce résultat accablant, il a fallu des lobbies, et notamment la FCPE, Fédération des parents d'élèves socialistes, qui a milité par exemple contre le redoublement, les devoirs à la maison au collège, voire au lycée, l'orthographe, la grammaire, les mathématiques, la discipline, j'en passe et des meilleurs. Amusant, ce sont ces bobos socialistes de la FCPE qui nous parlent à longueur de temps d'enrichissement de l'immigration, mais qui désormais en privent leur progéniture. D'infects hypocrites. Eugénie Bastier. Les grandes villes de France votent à gauche, mais scolarisent à droite. La gauche dénonce une ségrégation sociale. Mais si des parents, de plus en plus nombreux, appartenant aux classes aisées, choisissent de payer 2 fois l'école, une première fois par leurs impôts, une deuxième fois par l'inscription dans le privé, c'est tout simplement parce qu'ils veulent fuir une école publique en déshérence depuis des décennies. La baisse de niveau, l'éducation sexuelle délirante dès la maternelle, l'immigration anarchique et massive qui s'y vit dans les métropoles, sans compter le fait qu'on recrute n'importe qui pour s'occuper des enfants. Les raisons ne manquent pas pour fuir l'école publique. Les auteurs proposent l'imposition de quotas à la soviétique à la destruction de la liberté scolaire. C'est la solution mur de Berlin. Votre système est médiocre, mais vous empêchez les gens de le quitter. Socialo, quoi. Affaire Epstein. Plusieurs sénateurs de la majorité du centre droit demandent la création d'une commission d'enquête. Et vous croyez que Braun-Pivet ou Emmanuel Macron vont accepter? Ils seraient directement visés par les enquêteurs. États-Unis, sale temps pour Donald Trump. Et oui, de plus en plus d'Américains accusent Donald Trump de vouloir
enterrer l'affaire Epstein ou de se servir de l'affaire iranienne pour enterrer le dossier Epstein. À raison ou à tort, mais voilà, une majorité des Américains voit désormais les choses comme cela. Le Congrès ne va pas tarder à en faire autant. Il a été briefé et non consulté, c'est inconstitutionnel. Et surtout, on découvre que, comme là en Libye, il n'y a pas de plan. Une fureur épique, mais pas de stratégie. Vous le savez, si vous suivez ces entretiens, j'ai toujours débunké les fausses accusations des démocrates sur Donald Trump. Mais avec cette guerre, on a de plus en plus de faits troublants. Il y a de quoi s'interroger. Nous venons de voter l'assignation à comparaître de Pam Bondi. Elle devra rendre des comptes sur sa gestion du dossier Epstein. Il est temps de mettre fin à la dissimulation de la Maison-Blanche. Ça chauffe aux USA. Et c'est fait. La commission de surveillance a voté pour assigner Pam Bondi afin de s'expliquer sous serment sur le dossier Epstein. Le vote de 24 contre 19 est cinglant. 5 républicains lâchent enfin la concierge du Dodge pour l'expédier devant le Congrès. Et dans le monde, tous se posent la même question. Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE, évoque Jeffrey Epstein comme agent du Mossad, rappelle l'existence de matériel compromettant. Puis lâche Israël tient-il Trump? Eh bien, c'est ce qu'affirment de plus en plus de représentants américains. Le représentant Thomas Messi affirme qu'Israël contrôle le gouvernement américain et protège de puissants milliardaires dans l'affaire Epstein. Ces accusations reviennent en force et les républicains devront s'en expliquer. Et puis, personne ne veut se battre pour Israël. Un vétéran de la marine américaine expulsé de force du Sénat. Un vétéran de la marine américaine a été expulsé mercredi d'une audience au Sénat alors qu'il protestait contre la guerre en Iran. Ces images ont choqué l'Amérique. Et sur les réseaux sociaux, voyez ce que l'on trouve. La famille de Donald Trump, la famille de Netanyahou et votre fils. Et les spécialistes ne sont pas non plus tendres envers les Trumpistes. Donald Trump a perdu le contrôle de la situation. L'inquiétude de la spécialiste Emma Ashford. Ou ceci. 4 jours de guerre de Trump contre l'Iran. L'Iran opte pour l'escalade, pas pour l'effondrement. Le Moyen-Orient est en chaos. Les Américains quittent massivement la région. 3 ambassades américaines ont été attaquées. Les pays du Golfe Persique ont été frappés. L'instabilité s'intensifie. Le nombre de morts dans la région a dépassé les 1000, dont la majorité de civils. L'opération Fureur épique réfute l'idée que les forces aériennes seules suffisent pour renverser les régimes. Face à cette avalanche de critiques et d'accusations, la Maison-Blanche se devait de répondre et de rassurer, montrer enfin une stratégie claire. La réponse a sidéré le monde entier. Le ministre des Armées américain a raison d'assumer que c'est une guerre de destruction de l'Iran. Ces histoires de démocratie, liberté, protection des Iraniens contre leurs dirigeants ou arrêt nucléaire militaire étaient ridicules. Mieux vaut assumer l'objectif recherché. Un seul mot, monstrueux. Un élu du Congrès américain à la sortie du briefing du gouvernement sur la guerre avec l'Iran. Il en ressort, selon lui, que il n'existait aucune menace directe de l'Iran, contrairement à ce qui a été dit. Il n'y a aucun plan clair pour la suite en Iran, exactement comme en Irak en 2003. L'administration ne donne aucune explication sur pourquoi les États-Unis se retrouvent à nouveau embarqués dans une guerre au Moyen-Orient. L'opinion israélienne est également montée contre ses dirigeants. Finkielkraut a accusé par exemple les assassins de Rabin de diriger le gouvernement. Et certains susurrent certaines choses. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé à la suspension du procès pour corruption de Benjamin Netanyahou, prévu cette semaine, invoquant le contexte de la guerre contre l'Iran. Les citoyens israéliens ont-ils raison? À vous de juger. En tous les cas, cette guerre est jugée comme une catastrophe économique au plus haut niveau. L'économie mondiale, de nouveau mise à l'épreuve par la guerre au Moyen-Orient, alerte la patronne du FMI. Et j'ai envie de dire que c'est un doux euphémisme. Le prix de gros du gaz en Europe vient déjà d'augmenter de plus de 80% en une semaine. Cela ne fait probablement que commencer. Le baril de Brent est en train d'approcher les $85
et cela se sent à la pompe. Des Français constatent des hausses anormales du prix de l'essence en quelques jours. En économie, cela s'appelle l'anticipation. Une déclaration de Vladimir Poutine qui a fait beaucoup de bruit. Le président russe, Vladimir Poutine, a suggéré mercredi que la Russie pourrait cesser de fournir du gaz au marché européen dès maintenant pour s'orienter vers des marchés plus prometteurs. Comment comprendre cette déclaration ? D'abord, la Chine a besoin de gaz urgemment puisque le Qatar ne peut plus lui en fournir. L'achat de gaz, vous vous en souvenez, devait s'arrêter en 2027. L'Europe avait mis des sanctions. Eh bien, Vladimir Poutine anticipe. L'Europe, qui manque de gaz, est prise à son propre piège des sanctions. À genoux. Et à mon avis, Vladimir Poutine détient une carte très forte. Il peut peut-être jouer l'achat de gaz contre la levée des sanctions. À suivre, un sondage qui fait jaser la guerre en Iran. 46 contre 32% pour. Les Français ne soutiennent pas la guerre au Moyen-Orient. Et quand le litre d'essence aura pris 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes, les 32% seront moins nombreux. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans Tu ne tueras point et aimez-vous les uns les autres ? Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Communication calamiteuse donc à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, je pense que les Espagnols ont très bien compris le message de Trump hier. Ils ont accepté de coopérer avec l'armée américaine. L'armée américaine se coordonne avec ses homologues espagnols. Le gouvernement espagnol, 5 minutes plus tard, via El País. Non, on n'a rien accepté du tout. Vous rêvez. Oh la mytho. Ils ont dû confondre l'Espagne avec un pays qui plie. Ou alors le message de Trump était en langue des signes et personne n'a capté. Mais dans leur tête, ça marchait. Un collègue écolo, oui, mon collègue écolo dit « Moi, je viens au travail à vélo, c'est mieux pour la planète. » Je réponds « Moi aussi, je reste chez moi, c'est encore mieux. » Depuis, il ne m'adresse plus la parole. On sauve la planète, chacun à sa façon. Le poudré. J'ai donné ordre au porte-avions Charles de Gaulle de faire route vers la Méditerranée. C'est un peu extrême, mais merci de prendre en main la crise migratoire. On vient de comprendre pourquoi Pahlavi a été écarté par Donald Trump. Il s'est fait piéger par les comédiens et imitateurs russes Vovan et Lexus, qui prétendaient être des fonctionnaires allemands. Pahlavi a expliqué qu'il était prêt à donner son pétrole aux Américains. Ça fait tâche. Attention, blague du futur. Nous sommes en 2356 et nous allons ouvrir une tombe richement décorée. À Dubaï, qu'allons-nous découvrir ? Ah oui, des gens du XXIe siècle. Le fils d'un ancien détenu candidat à la mairie donnait largement perdant à Menton. Municipal à Menton, de père en fils, nous mentons. La permanence de Louis Sarkozy, de nouveau dégradée. Iran, Emmanuel Macron a peut-être l'arme absolue. Emmanuel Macron menace le monde de remettre ses lunettes d'aviateur. Ah oui, ça fait peur. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con. Allez, avant de se quitter, un chant, une prière, un alléluia pour tous ceux en ce moment qui souffrent sous les bombardements, qu'ils soient israéliens, iraniens ou moyen-orientaux. Un alléluia byzantin. La voix est magnifique. Voilà, c'est dans ma description. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.